Nous allons voir avec cette vidéo comment l'on peut créer un petit jeu avec le logiciel Playmaker. Je me suis donc inspiré pour faire ce petit jeu et donc un peu le modifier. J'ai pris donc les jeux qui sont fournis donc chez Playmaker. Là dans la partie Game Simple. Donc ici vous voyez, vous cliquez donc dans Community Wiki Game Simple et vous avez ici 5 jeux. Donc c'est le premier jeu que j'ai étudié et un petit peu modifié. Alors pour avoir donc les ressources, il vous faudra donc déjà télécharger ceci dans l'Asset Store de Unity et puis de télécharger donc ce paquet là où donc va se trouver tous ces jeux. Le but du jeu est le suivant. On a ici un seau qui va nous permettre de récupérer des œufs qui vont tomber du ciel. Alors la première chose que l'on doit analyser, c'est le déplacement du seau avec les touches du clavier. Alors comme je dois actionner le déplacement du seau, alors il faut sélectionner en premier donc le seau pour pouvoir donc agir dessus avec les modules Playmaker. Alors on va rajouter un add FSM. On va donner le nom à ce FSM de input user ou user input. On peut donner une information donc à cet endroit, un commentaire. Ensuite on va donner un nom à cet état, on va l'appeler ça mauve panier. Ensuite on va créer deux états supplémentaires que l'on va appeler, premier état je vais l'appeler limitation gauche. Et l'autre limitation droite. Maintenant on doit créer deux événements que j'appelle limite gauche et limite droite. Une fois que ces deux événements sont créés, on va pouvoir faire des transitions entre cet état et l'état de gauche et l'état de droite à travers ces événements. Alors ici je peux faire add transition, custom event et j'ai fait limite gauche et add transition limite droite. Maintenant je peux faire les liens suivants. Je vais avoir besoin de variables donc du type floating point. Alors je vais donner des noms à ces variables. Je crée donc 4 variables: droite, floating point, gauche, position actuelle et vitesse. J'ai oublié de rajouter ici une variable translation. Maintenant dans la variable gauche, vous voyez je peux mettre ici une valeur. Alors pour la variable gauche, je vais mettre la valeur de moins 2.5. Ensuite j'active inspecteur pour voir apparaître, vous voyez, cette variable dans l'inspecteur. Alors je fais la même chose pour droite, mais cette fois-ci je donne comme valeur 2.5 et inspecteur. Donc voilà. Je continue pour la variable vitesse, je mets 3 et ensuite inspecteur. Donc là on a la vitesse. Alors jusqu'à maintenant on a créé des états, donc 3 états. On a créé des événements qui nous permettent de passer d'un état à un autre état grâce à une transition. Alors on a aussi créé des variables que l'on aura besoin par la suite. Ensuite maintenant on va devoir dans le premier état mauve panier rajouter des actions. Alors ici j'ai le panneau avec les actions disponibles. Eh bien la première chose que je dois savoir, c'est que je dois connaître l'axe
sur lequel je vais travailler. Comme je veux que le panier se déplace donc sur l'axe horizontal, eh bien je vais chercher une action getAxis que je trouve ici. Je rajoute donc cette action en cliquant 2 fois sur le module getAxis. Alors maintenant il faut que je définisse l'axe horizontal. Axe horizontal. Alors si on va dans l'input manager, vous voyez que c'est bien l'axe horizontal que j'utilise ici. Je dois stocker la valeur de l'axe dans la variable translation. Cette action nous permet de connaître la position sur l'axe horizontal. Alors vous pouvez cliquer à cet endroit pour aller dans le help en ligne. getAxis qui donne la valeur par rapport à l'axe soit horizontal, vertical. Donc ici nous avons plusieurs possibilités qui nous sont offertes. Alors on mémorise donc dans la variable translation. Donc c'est la variable que l'on a créée au début du jeu, translation. Donc on stocke cette variable à cet endroit. Maintenant, on va multiplier cette valeur qui est stockée dans la variable translation par un nombre, par exemple, qui va être de -1. Alors, pour cela, j'utilise un multiplicateur floating point. Donc, je tape mult, et là, j'ai ceci. Donc, je peux rajouter, soit en cliquant 2 fois, soit en faisant add action to state. J'ai donc le module qui vient s'inscrire en suivant dans la pile. Ici, je choisis la variable, donc c'est la variable translation, que je veux multiplier par -1. Et ensuite, toujours à la vitesse du framerate. Donc, c'est un calcul en temps réel. Maintenant que j'ai une valeur de translation, eh bien, je peux créer un module translate, que je trouve ici donc dans les transformations, translate, que je rajoute donc dans la pile. Ensuite, dans les paramètres de ce module, je dois définir donc le vecteur sur lequel je veux faire la translation. Eh bien, c'est le vecteur X. Ensuite, le GameObjet, eh bien, c'est l'objet propriétaire. Donc, vu que ici on travaille sur son propre objet, donc autrement on pourrait aller chercher un autre objet. Un objet donc on spécifierait le nom par exemple. Alors maintenant on a fait donc une translation du panier, mais ce que l'on veut savoir c'est est-ce que le panier va buter à droite et à gauche. Donc il faut qu'on limite sa translation. Alors on doit refaire un getPosition. Alors je rajoute un module getPosition que je trouve de nouveau dans la catégorie Transform. Donc je vais avec ce module chercher la position et la comparer par rapport au buté. Alors pour cela je vais devoir donc utiliser ici une variable que je vais appeler la variable position actuelle. Alors attention ici toujours de cocher every frame, donc en temps réel, et là on est dans l'espace monde et non dans un self espace, donc un espace local. Alors maintenant rajoutons un nouveau module, un module de comparaison. Alors on va choisir un float compare. L'action float compare nous permet de comparer deux nombres en floating point et de savoir si ces nombres sont égaux, plus petits ou aussi plus grands que. Alors ici on veut comparer quoi? On veut comparer la position actuelle du panier, donc position actuelle, à la butée, par exemple gauche.
Ensuite, on va dire si c'est plus grand que la limite gauche, eh bien, donc on va avoir une comparaison. Alors, pour être un peu plus rigoureux, j'ai changé ici le nom de la variable. Ici, donc, je l'ai appelé butée gauche et butée droite. Je rajoute encore un comparateur de variables, cette fois-ci pour la butée droite. Alors, position actuelle, butée droite, plus grand que, limite droite. Donc là, je viens de faire une erreur, il faut que j'utilise plus petit que la limite gauche. Alors là, je refais none et je rajoute plus petit que la limite gauche. Alors là, on trouve une explication sur l'action de comparaison de deux nombres en floating point. Alors ici, on a les sorties disponibles. Donc ici, à chaque fois, si on a égalité par exemple des deux nombres qui se retrouvent ici, on aura un événement en sortie. Donc maintenant, on a donc déplacé notre panier et on a défini deux comparateurs qui nous disent si on dépasse la limite gauche ou la limite droite. Et bien maintenant, on doit donc positionner le panier soit à gauche, soit à droite. Alors pour cela, on va rajouter ici un nouvel état. C'est un état, cette fois-ci, cette position. Alors, position, cette position. Alors, on peut les mettre dans les deux états. Ensuite, on doit remplir ici donc les propriétés du set position. Cette action ici, set position, nous permet de positionner donc le GameObjet qui est le panier. Au cas où il sort de limite, on le positionne obligatoirement dans la limite possible. Donc là, on est dans limitation gauche. Donc suivant l'axe des X, on va faire butée gauche. Ici, on reste en self. Donc là, c'est correct. On fait la même chose donc pour la limitation droite. Mais cette fois-ci, on fait butée droite. On peut déjà commencer par faire un premier test. Alors, j'appuie sur la touche A par exemple, ou la touche D. Et quand j'arrive en butée, ici, vous voyez, à un moment donné, je vais arriver en butée. Alors là, il se passe que ça ne revient pas de l'autre côté, tout simplement parce qu'on a oublié une instruction dans un état. Alors, cette instruction, eh bien, tout simplement, c'est ici. On doit dire que l'on est fini. Donc, on va rajouter une transition finish. Add transition finish. Et ensuite, quand l'action est finie, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on doit retourner au mauve panier. Alors maintenant, on peut tester à nouveau. Voilà, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc voilà une première étape de ce futur jeu. On peut encore améliorer ici la vitesse. Alors ici on a un multiplicateur, alors on va multiplier par la vitesse, qui est une variable que l'on a définie à cet endroit, vitesse 3. Maintenant, nous devons créer des œufs qui doivent tomber du ciel d'une façon aléatoire. Alors, on va ici sous SpanObject, qui est en réalité un GameObjet du type empty, et on va là-dessus donc créer un addSpanObjet, donc un premier état. Je vais appeler ceci œuf création. Alors là, de nouveau, on peut mettre une description.
Alors, ici, on rajoute des œufs vont être créés d'une façon aléatoire et la vitesse va augmenter en fonction de la difficulté du jeu par rapport au temps. Ensuite, je donne le nom de création immédiate à cet état. Et là, je peux déjà mettre une transition finish. Je vais devoir créer plusieurs variables. Alors, la première variable que je vais créer est une variable du type GameObjet. Donc, c'est ici que l'on va définir donc notre préfab, donc l'œuf. Donc, j'appelle ça œuf préfab. Et dans le GameObjet ici, eh bien, je vais chercher l'œuf que je veux justement générer. Je n'oublie pas d'appuyer sur la variable inspecteur pour la voir apparaître ici dans le contrôle œuf préfab. Alors maintenant, je vais rajouter d'autres variables. Donc une variable du type floating point, prochain point. Maintenant encore une autre variable. Je crée une nouvelle variable du type vector 3 que j'appelle position aléatoire. Je rajoute ensuite deux variables, une variable vitesse création dont je l'affiche dans l'inspecteur en cochant cette variable ici. Donc la vitesse de création sera de 1.5 et ensuite une position aléatoire qui est aussi un floating point. Je crée un nouvel état que j'appelle get position aléatoire. À l'intérieur de cet état, je vais créer des actions. Première action que je vais créer est une action random float. Alors je tape float. Et je trouve ici un nombre aléatoire en floating point. Donc ici, je vais pouvoir mettre un minimum et un maximum du nombre aléatoire. Là, on est entre 0 et 1. Alors, on va changer ces valeurs. On va mettre entre moins 1.6 et puis 1.6. Donc on va avoir un nombre aléatoire qui va être généré, qui va être stocké dans cette variable qui se trouve ici. Donc c'est la position x aléatoire. Je rajoute ensuite une action getPosition. Mais cette action getPosition doit se trouver en dessous du module randomFloat. Donc ici je peux, vous voyez, faire un move action to top, donc en haut de la liste. Alors maintenant ici, eh bien, le GameObjet, eh bien, c'est l'objet propriétaire. Et dans le vecteur ici, je vais utiliser position aléatoire. Ensuite, je dois ajouter encore une action vector 3 add xy z. Je déplace cette action donc en bas de la liste. Et ensuite ici, je vais mettre la variable vector 3, eh bien, c'est la position aléatoire. Et je vais additionner sur les x, eh bien, une variable x position aléatoire que je viens de calculer ici. Nous avons ici donc l'explication de ce nouveau module, cette action. Eh bien, on additionne donc des valeurs x, y, z à un vecteur 3. Ensuite, je peux donc faire les liens suivants. Là, je vais dire que la transition, eh bien, c'est fini. Et maintenant, je vais créer un nouvel état. Je l'appelle création de l'œuf.
j'ajoute une action dans cet état. Alors cette fois-ci, l'action que je vais ajouter est créer un objet. Create objet. Ensuite, le GameObjet, eh bien, c'est l'œuf préfab. Le span point, eh bien là, il n'y en a pas. Par contre, la position, ça sera la position random, position aléatoire. Je peux faire donc ce lien. Et là, je vais rajouter une transition add transition finish. Je peux essayer de faire un test. Donc là, on voit un œuf qui tombe. Mais on n'en a qu'un. On va créer un nouvel état. Cet état, on va l'appeler calcul du temps de fabrication, par exemple. Plus exactement, calcul du temps de création. Alors, je peux déjà faire ce lien. Et maintenant, ici, je vais rajouter donc une première action qui sera une action, un multiplicateur de flotte. Alors, donc dans les mathématiques, un flotte multiplie un float clamp alors il va falloir qu'on change ici et qu'on remonte ça en haut de la pile car ça doit se faire dans cet ordre. Alors expliquons un peu à quoi servent ces deux actions supplémentaires. Donc ce multiplicateur va me permettre de multiplier la vitesse de création par un nombre. Alors, on va mettre 0.98. Le float clamp va se faire sur la vitesse de création. Alors, on va mettre des valeurs ici, minimum et maximum. Alors, 0.3 et puis maximum 0.99. Donc maintenant, je viens de créer une vitesse de création qui va être variable entre 0,3 et 0,99. C'est le but du floating clamp. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une boucle entre ce module et le module getPosition aléatoire pour pouvoir construire d'autres œufs. Alors pour cela, on va rajouter ici une action qui s'appelle sendEvent. Donc on va émettre un message depuis cet état que l'on va récupérer ici pour relancer l'état getPosition aléatoire. Alors ici on va mettre le nom du sendEvent, je l'appelle création œuf, et là on va mettre un délai qui sera la vitesse de création. Donc pour changer donc la vitesse de répétition des œufs. Et ensuite, eh bien, on doit maintenant, pour faire la boucle, on doit aller à cet endroit et on doit rajouter une global transition création d'un œuf pour que la boucle soit fermée ici. Encore une chose, le nom création de l'œuf, donc le sendEvent, eh bien, ça a été créé ici dans un événement. On a créé un événement création d'un œuf. Alors maintenant, on peut faire un test. Et là, on voit que les œufs tombent bien d'une façon aléatoire. Alors maintenant, on peut les récupérer dans le panier. Alors maintenant, il nous reste donc d'afficher le résultat du nombre d'œufs qu'on a récupéré dans le panier.
Mais par contre là j'ai constaté une chose, eh bien à chaque fois que les œufs tombent dans le panier, eh bien les œufs se cumulent dans le panier, ce qui fait que j'arrive plus à en mettre d'autres à l'intérieur. Donc on doit créer un effet de destruction de les œufs une fois qu'ils ont atteint donc le fond de ce panier. Pour détruire les œufs, on va donc utiliser le plan de base ici. Alors il faut faire bien attention que ici le mesh collider est is trigger, c'est-à-dire que ce plan est considéré comme un trigger. Ensuite, eh bien, je peux additionner donc un FSM, ensuite un nouvel état. Je dois ensuite créer une variable GameObjet. Donc ici GameObjet, le nom de la variable sera par exemple les œufs. Ensuite le GameObjet va être eh bien les œufs. Je crée aussi un événement event que j'appelle Trigger Hunter. Ensuite, dans cet état, je vais rajouter donc des actions. Je vais choisir une action Get Trigger Info. Donc, ça sera l'œuf qui va être donc détecté. Ensuite, je dois chercher une action Destroy. Donc, Destroy Objet. Et là, l'objet qui sera donc démoli, eh bien, ce sera l'œuf. Donc ça, je vais le mettre en bas de la pile, ou bien je remonte ici. Et maintenant, je dois rajouter une variable globale, une globale transition, qui sera Trigger Hunter. Maintenant, on fait bien attention que le panier se trouve bien au sol, autrement l'effet ne sera pas conséquent. Donc il faut bien que le plan qui va donc détruire les œufs se trouve au fond du panier ici. Alors on peut faire un test. Donc là on voit que les œufs sont bien détruits et rentrent très bien dans le panier. Donc maintenant peut-être ce qui serait intéressant, c'est de additionner donc les œufs qui sont dans le panier et d'afficher ceci à l'écran. Pour savoir combien d'œufs sont tombés dans le panier, on va créer un trigger au fond du panier. Donc ici, vous voyez ce trigger qui est ici. Ensuite, n'oubliez pas de faire que on marque ici isTrigger, donc que ce box collider soit bien un trigger. Ensuite, on va créer donc ce petit programme. Alors, ici, on a un premier état affichage score. Ensuite, ici, on a un test du trigger. Alors ici, on teste si le trigger, avec un trigger event, si on entre dans le trigger. À ce moment-là, si on entre dans le trigger, on émet un message Send Event, œuf dans le panier. Donc les événements sont créés à cet endroit. Ensuite, on détruit donc l'objet pour être sûr que vraiment l'objet qui est dans le panier est aussi détruit. Ensuite, ici, on a une variable integer, donc ici que j'ai appelé n, pour compter donc le nombre d'œufs qui se trouve donc dans le panier. Alors on incrémente ici, vous voyez, d'une valeur de 1 la valeur qui se trouve donc dans le panier, dans la variable n. Ensuite on affiche ceci avec un GUI layout inter label. On inscrit donc score à l'écran et avec la valeur de la variable n qui est incrémentée. Alors une petite chose, c'est que la variable n ici je l'ai mise à -1,
ce qui me permet d'avoir au début un score à 0. Alors effectuons un nouveau test. Donc là on a score 0. Là j'ai rajouté un petit son aussi. Vous voyez, le score s'incrémente à chaque fois qu'un œuf tombe dans le panier. Alors effectuons un nouveau test. Donc là score 0. On émet aussi un son. Donc à chaque fois que l'on a un œuf qui tombe dans le panier. Donc regardons maintenant comment on a créé le son. Donc pour créer un son, on a rajouté un état que j'ai appelé PlaySound. Et ensuite on a mis une action donc PlaySound à l'intérieur de cet état. Et là on a donc le son qui est émis, qui se trouve ici. Vous voyez, donc vous avez des possibilités différentes. J'ai choisi le Bell Height. Et ensuite on reboucle comme ceci pour que ceci ça tourne en boucle. Donc pour qu'à chaque fois que l'on ait un œuf qui tombe dans le panier, on incrémente la variable n et on émet un son. Alors ceci sera la fin de ce petit tutoriel sur un premier jeu vidéo.